Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Laure Puzella, directrice de recherche à CNRS au Centre de recherche de neurosciences de Lyon. Biologiste au départ, Laure Puzella s'est aussi formée à la neuropsychologie de l'attention visuelle à Melbourne. Elle s'intéresse aux fondements neurobiologiques et cognitifs, en particulier au déficit de perception, pour élaborer des outils de détection précoce, de remédiation ciblée et de stratégies éducatives en maternelle. Elle a aussi fondé, avec des professionnels de l'école, de l'éducation, l'association Voir l'arbre et la forêt, pour promouvoir les apprentissages par le jeu en formant les acteurs de terrain. Merci Laure d'être avec nous ce soir. Bonjour, bonsoir plutôt. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour mes diapositives. Il faut que j'appuie. Non, l'autre, voilà. Celui-là. Voilà. Très bien. OK. Alors, je vais donc vous parler de lecture et de détection précoce. Donc, pourquoi vouloir anticiper les difficultés d'apprentissage de la lecture jusqu'à même avant l'apprentissage de la lecture ? Parce que lire, c'est une double tâche, c'est déchiffrer et comprendre le message écrit. Et tant qu'on n'a pas automatisé finalement le déchiffrage, eh bien la compréhension du message écrit est limitée. Et l'affluence, c'est ce qui permet justement du coup de pouvoir se concentrer sur ce message écrit. Les statistiques montrent qu'elle est à peu près à 30% en CE2 d'enfants qui ne sont pas dans les attendus d'automatisation de la lecture de leur âge. Ça a plutôt tendance à augmenter légèrement chaque année. Et en CM1 ou en 6e, c'est plus de 40%. Donc finalement, les troubles semblent s'amplifier avec l'âge. Un des facteurs, c'est peut-être l'impuissance apprise. Ce phénomène qui a été démontré par des psychologues qui montre que les jeunes qui ont ce décalage par rapport aux enfants de leur âge, ils ressentent donc une certaine lenteur et un certain échec répété à l'école, puisque tout passe par le langage écrit. Enfin, beaucoup de choses passent par le langage écrit. Il y a parfois des stigmatisations avec des remarques du genre « c'est toujours toi qu'on attend », donc un petit peu des remarques publiques qui renforcent encore ce sentiment de ne pas avoir les capacités de suivre et cette perte de confiance en eux, qui fait que les enfants vont finalement se décourager, perdre confiance en leurs capacités, et soit décrocher, soit se rebeller, ce qui va donc creuser finalement les écarts avec l'âge de plus en plus. Et on peut même évoquer ici l'illettrisme. Il y a une partie des enfants avec qui décrochent complètement et qui finissent par perdre finalement le peu d'acquisition qu'ils avaient acquis à l'école. Donc c'est important d'essayer d'éviter cette spirale de l'impuissance apprise. Et finalement, ce qui peut être derrière des incapacités à apprendre à lire, ça peut être des multiples causes. Ça peut être des troubles parfois articulatoires. Ça, c'est quelque chose que les professionnels, même les parents, détectent assez tôt. On pense aussi assez souvent à faire vérifier la vue et l'audition. On vérifie bien que l'enfant a bien appris les correspondances graphème-phonème, c'est-à-dire que OI fait OA, que OIN fait OIN. Chez l'orthophoniste, on vérifie que l'enfant distingue bien les sons spécifiques du langage oral, les phonèmes. On teste la mémoire auditivo-verbale en faisant répéter, par exemple, des séquences de syllabes. Mais finalement, plus rarement, on vérifie bien si l'enfant distingue bien les symboles graphiques et est capable de traiter finement les symboles du langage écrit, qui sont donc spécifiques. Et ça, c'est les troubles visuo-attentionnels.
Et s'ils sont assez peu recherchés, finalement, c'est peut-être parce qu'ils sont encore assez mal définis. Et c'est pour ça que ces 10 dernières années, à peu près, je me suis consacrée à ces troubles visuo-attentionnels. Donc, d'abord, comment est-ce qu'un trouble d'ordre visuel peut être spécifique du langage écrit? Quelle est la particularité des symboles graphiques? Eh bien, on verra que les symboles graphiques ont des configurations spatiales et des orientations très précises et qu'ils demandent davantage de ressources de traitement visuel simultané. Donc, la capacité de traitement visuel simultané, le traitement précis des configurations spatiales, c'est du domaine de l'attention visio-spatiale. C'est une attention qui n'a rien à voir avec la concentration. On pense souvent à la concentration quand on pense à l'attention. Là, c'est vraiment une attention bien particulière qui est comment on distribue les ressources de traitement à travers l'espace visuel. Pour faire comprendre ce que c'est que cette attention visio-spatiale, on utilise souvent la métaphore des spots de théâtre. On peut imaginer qu'on a tous un certain nombre de spots qui vont être des faisceaux qu'on va pouvoir distribuer sur la scène visuelle lorsqu'on regarde quelque chose. Et ces faisceaux, ils mettent en lumière certaines parties de la scène visuelle. Et ce qui va être en fait éclairé va être ce qui va être traité par le cerveau. Le reste va rester dans l'ombre. Le cerveau ne peut pas tout traiter. Alors le cerveau, justement, l'organisation cérébrale pour la vision lorsque l'on naît, c'est donc ces deux voies. La première, c'est lorsque l'image arrive au cerveau, donc au niveau du cortex occipital. Il y a une voie de reconnaissance visuelle des objets qui va en fait être là pour catégoriser les objets. Donc elle va être là pour essayer de le schématiser, si on veut. Une tasse, si on présente une tasse, ça va être un récipient avec une anse. Et finalement, quelle que soit sa configuration spatiale, vous voyez toutes les tasses qui peuvent avoir toutes des configurations spatiales différentes et qui peuvent avoir aussi la anse à droite ou à gauche, vont être associées au mot tasse. C'est une voie de reconnaissance des objets qui est associée au réseau du langage oral. Et puis, il y a une voie de traitement qui fonctionne plutôt avec le réseau moteur. Pour attraper une tasse, là, par contre, ça va être très important de savoir si la anse est à droite ou à gauche, si la anse est plutôt fine, si elle est plutôt large, où elle est positionnée, parce que ça va être associé à des réseaux, à des schémas moteurs différents. Donc, le cortex pariétal, il analyse finement les tailles, les positions relatives, l'orientation des différents éléments constitutifs des objets, et donc pour pouvoir attraper les objets en général. Eh bien, c'est aussi la région de l'attention visio-spatiale. Lorsque un individu, quel que soit son âge, se met à vraiment apprendre à lire. Il n'est pas juste exposé de façon passive à des lettres dans son environnement, mais il se met vraiment à apprendre à lire et notamment à reconnaître les symboles graphiques et à leur associer du coup un nom, un son, etc. Eh bien, il se retrouve avec des objets dont la configuration spatiale des éléments est très précise puisqu'elle va changer l'identité, elle va changer le nom de ces objets. Vous voyez ici que TA ne se prononcera pas de la même façon que AT. La lettre B et la lettre D, c'est la même forme avec des orientations miroirs, et ce sont deux lettres avec des noms différents. Et le N et le H, par exemple, ce sont des configurations spatiales très proches. La seule chose qui change, c'est finalement la première barre qui est plus ou moins longue. Donc le cortex pariétal, lui, il sait que ce sont des objets différents. Mais il est en lien avec le réseau moteur. La voie de reconnaissance visuelle des objets, elle n'a pas ces informations que ce sont des objets différents. Et c'est elle qui est en lien avec le réseau du langage oral. Donc il va falloir qu'il se crée de nouvelles connexions entre ces deux voies de traitement qui n'existent pas à la naissance chez l'enfant. Et ces nouvelles connexions vont permettre de créer une aire spécialisée pour le traitement des symboles spécifiques du langage écrit. Donc ce sont des réseaux acquis, qui pas seulement
par exposition, mais avec des exercices spécifiques et répétés, parce que ça nécessite de créer une aire nouvelle, un recyclage neuronal, une plasticité cérébrale, qui va nous permettre d'avoir finalement le cerveau qui va être équipé pour traiter ces objets culturels très particuliers. Et donc, lorsqu'il y a des difficultés persistantes spécifiques des symboles graphiques, c'est soit qu'il y a eu un manque d'entraînement et d'automatisation du traitement visuel des unités graphiques, soit qu'il y a des capacités de traitement visuel simultané, donc d'attention visio-spatiale, qui sont réduites, soit les deux. Et la première chose donc qu'il faut faire pour pouvoir lire, c'est déjà de reconnaître les lettres. Alors déjà, pour reconnaître déjà les statistiques aux évaluations nationales de CP, chaque année, il y a à peu près un tiers des enfants qui échouent à l'item reconnaître les différentes écritures d'une lettre. Et puis, on voit que lorsqu'on teste le temps qu'il faut en laboratoire ou dans des classes, le temps qu'il faut pour reconnaître une lettre isolée, on voit qu'il y a des enfants du CP au CM2 qui nécessitent encore plus de 100 millisecondes pour pouvoir identifier une lettre isolée, alors que les plus rapides n'ont besoin que de 33 millisecondes. Donc, c'est des difficultés quand même persistantes. Et pourquoi ? Parce que les lettres, donc, tant qu'elles ne sont pas connues, elles nécessitent donc d'attribuer un faisceau par élément constitutif. Donc si par exemple vous avez un symbole graphique qui est constitué d'un cercle et d'un trait, eh bien il va y avoir deux faisceaux attentionnels qui vont être attribués pour ce symbole graphique unique. Et on a pu tester une patiente qui avait une lésion du cortex pariétal bilatéral, donc des difficultés d'attention visio-spatiale, et elle disait, quand on lui présentait ces sortes de sucettes, qu'elle voyait soit des cercles, soit des barres, mais pas les deux en même temps. Et vous pouvez donc imaginer qu'en déployant une attention très large, il va y avoir des éléments manquants lorsqu'il y a un trouble de l'attention visio-spatiale. Et vous pouvez imaginer ce que ça donne en voyant le mot dyslexia avec des éléments manquants. Ensuite, on lui a vraiment décrit qu'il fallait voir des sucettes, qu'il fallait voir donc ces ronds avec ces barres, et elle ne parvenait alors que de n'en voir une ou deux parmi. Donc elle n'avait pas une perception globale, elle avait une attention réduite, une sorte de vision en tunnel face à ces symboles graphiques. Donc une fois que les objets graphiques sont connus, ça nécessite un apprentissage, la capture attentionnelle, elle peut être quand même facilitée. Vous pouvez en faire l'expérience en regardant ces figures enchevêtrées. Donc à gauche, vous avez des figures enchevêtrées qui sont connues, et puis tout à droite, vous avez des figures enchevêtrées de forme inconnue. Vous voyez que c'est beaucoup plus difficile de distinguer les objets qui sont en dessous dans ces figures enchevêtrées. Donc on a réalisé un protocole pour automatiser la reconnaissance visuelle des lettres, qu'on a testé chez des enfants dyslexiques entre 8 et 12 ans. Et donc, il fallait pointer le plus vite possible la lettre parmi des symboles graphiques. Donc, on avait la lettre parmi des symboles graphiques qui avaient les mêmes traits élémentaires. Donc, le A, par exemple, c'est un rond et une barre. Et bien là, on avait aussi un rond et une barre, tous pareils ou tous différents. Puis on avait aussi à retrouver le plus vite possible ce A parmi des lettres qui pouvaient y ressembler, et puis par des lettres qui étaient toutes différentes, ce qui constitue finalement une simulation de ce qui se passe dans la lecture. Eh bien, donc ce protocole a permis d'améliorer l'affluence de lecture de texte des enfants dyslexiques, c'est-à-dire que finalement, la reconnaissance visuelle de lettres isolées est encore un frein pour ces enfants entre 8 et 12 ans. Plus ils s'entraînaient, donc c'était un entraînement à la maison, plus ils avaient une réduction de leur nombre d'erreurs de lecture. Et donc, grâce à la start-up lyonnaise qu'a montée ma doctorante qui a travaillé sur ce protocole, Viali, ce dispositif, cette application est maintenant disponible sous le nom d'AlphaSpot pour les professionnels de santé.
On a aussi pu, avec des professionnels de l'éducation et donc l'association, proposer des jeux pédagogiques où là, les éléments élémentaires, les traits élémentaires des lettres sont sous forme de cartes transparentes et il faut les sélectionner et les positionner très précisément pour reconstituer la configuration spatiale très précise des lettres. Et notamment, ça peut être utilisé malheureusement encore en remédiation assez tard pour des lettres qui posent des difficultés persistantes comme le B et le D. Mais c'est aussi proposé aux enseignants de maternelle puisque la reconnaissance visuelle des lettres est au programme de maternelle. Donc la première étape, c'était de pouvoir reconnaître les lettres pour apprendre à lire. La deuxième étape, ça va être de traiter plusieurs lettres à la fois. Parce qu'une lettre, dans un mot, elle ne se prononce pas de la même façon selon les lettres qu'il y a avant et les lettres qu'il y a après. Donc, on sait que pour avoir une lecture experte, il faut pouvoir traiter au moins 5 lettres en une fixation à la fois. Et ça, c'est mesurable parce qu'on peut flasher donc 5 lettres pendant 200 millisecondes, qui correspond à peu près à une fixation oculaire sur un texte, et demander à la personne combien de lettres elle perçoit. Et cette tâche, en neuroimagerie, on sait qu'elle active le cortex pariétal, et il se trouve que les enfants dyslexiques ont une sous-activation de ce cortex pariétal. Et ça, c'est le reflet neuronal d'un comportement qui montre que l'empan visuo-attentionnel, chez les normolecteurs, ils sont capables de traiter ces 5 lettres à la fois, donc ils ont une lecture fluide et qui va même se baser sur la reconnaissance de mots entiers très vite, alors que les enfants avec une dyslexie visuo-attentionnelle qui traitent une lettre ou deux à la fois, ils vont avoir une lecture saccadée, ils vont se perdre dans le texte, avoir des sauts de paragraphes, de lignes, de parties de mots, et ils vont avoir du mal à établir un lexique orthographique. Ce qui est important à rappeler, c'est que, par contre, si vous présentez 5 disques de couleurs, toujours en 200 millisecondes, ces mêmes enfants dyslexiques, ils vont pouvoir rapporter les 5 couleurs. Donc, le trouble de cet empan visuo-attentionnel réduit, il dépend de la complexité des caractères. Et en fait, les symboles graphiques, ce sont des figures complexes d'organisation hiérarchique, et c'est la perception globale qui va guider le traitement des détails. Comme pour cette figure complexe, si vous avez à la recopier ou à la mémoriser, il va falloir traiter le fait qu'il y a un grand rectangle, puis qu'il y a un triangle au bout, et puis qu'il y a des diagonales qui séparent des espaces dans lesquels il y a des détails. Eh bien, pour les mots, c'est pareil. Il va falloir avoir une perception globale du mot pour pouvoir le segmenter correctement et pouvoir lire chien ou chine. Et ça, c'est donc parce que les symboles graphiques demandent davantage de ressources, de faisceaux attentionnels. Si vous imaginez, par exemple, que vous avez 4 faisceaux attentionnels à déployer, si on vous présente 4 disques de couleurs, vous allez pouvoir avoir une perception globale. Si on vous présente des silhouettes de sucettes, vous allez pouvoir avoir une perception globale, mais pas si on vous présente des symboles graphiques. Donc, c'est bien cette différence entre la capacité à traiter, par exemple, des couleurs et la capacité à traiter des symboles graphiques qui est révélatrice des risques de développer des troubles d'apprentissage de la lecture de type visuo-attentionnel. Et c'est cette différence qui est présentée ici pour les quelques 2000 enfants qu'on a pu tester dans les écoles à tout âge, dès la maternelle. Et donc, vous pouvez voir que déjà, cette différence de temps, elle diminue avec l'âge. Donc, on peut augmenter nos ressources attentionnelles avec l'entraînement. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, la plupart des enfants sont à peu près au même endroit. C'est ce qu'on appelle la norme. C'est-à-dire chaque individu ici est un point sur ce graphe. Et la ligne, c'est donc la norme. Et vous voyez que il y a des enfants qui s'éloignent de la norme à tout âge, et notamment en maternelle, et ils ont ce décalage avec les autres enfants pour ce test. Et en pathologie, on considère que c'est les 5% les plus fragiles
qui sont pathologiques, en clinique, pardon, on considère. Et ces 5% les plus fragiles à 3 ans, eh ben, ils ont 5,7 fois plus de risques ensuite, quand on les a suivis, quand ils sont arrivés en CE2, de développer des troubles d'apprentissage de la lecture. Enfin, ils ont des troubles d'apprentissage de la lecture. Donc, ça permet finalement d'anticiper et d'empêcher cette impuissance acquise. On peut proposer, par exemple, AlphaSpot, qui pourrait être utilisé cette fois-ci en préventif. On peut aussi proposer des jeux donc, avec des figures graphiques qu'il faut reconstituer, notamment notre mécène qui a permis d'éditer un premier jeu, Evaveo. C'est le jeu graphie-symbole. Et puis finalement, en maternelle, il faut changer les usages parce que les enseignants souvent pensent, en utilisant le jeu du lynx ou en utilisant des couleurs ou des silhouettes d'animaux, qu'ils vont préparer les enfants à la lecture. Or, comme vous l'avez vu, on ne détecte pas les difficultés si on n'utilise pas des symboles graphiques. Et donc, elles vont se révéler seulement au moment de l'apprentissage de la lecture, plus tard à partir du CP. Donc, on peut aussi préparer les enfants à la lecture en travaillant l'ordre, le traitement simultané avec des lettres et des symboles graphiques dès la maternelle. Il ne faut pas éviter les symboles graphiques en maternelle, puisque de toute façon, ils vont devoir lire des lettres sur fond noir dans toute leur vie. Donc on a proposé avec l'association des jeux de triplet où la couleur peut être là pour expliciter la consigne, mais ensuite le pointage avec le doigt dans l'ordre des lettres peut être étayé. On peut tout de suite introduire les similarités morphologiques et les lettres miroirs pour expliciter justement leurs différences et préparer finalement les enfants à ces prérequis qui sont des restes, qui révèlent que le recyclage neuronal n'a pas encore eu lieu et qu'ils ne sont pas encore complètement prêts pour apprendre à lire. Je vais juste montrer, ça c'était les autres types d'exercices qu'on peut proposer et je pense qu'on peut en parler plus tard. Juste pour synthétiser, les symboles, le langage écrit, c'est des poupées russes finalement à 3 niveaux. Les lettres sont constituées de traits, les graphèmes sont constitués de lettres, les mots sont constitués de graphèmes. Et à chaque étape, le cortex pariétal est impliqué et c'est des prérequis qu'on peut travailler donc, le plus tôt possible, d'où l'intérêt de détecter le plus tôt possible les enfants qui vont avoir besoin de davantage le préparer. Et juste pour conclure, en 10 ans donc, de travail, on a pu faire de la recherche, mais aussi de la valorisation sociétale. Donc les résultats qu'on a eus au laboratoire ont pu sortir et être diffusés, sortir dans la société. On a pu proposer aussi, avec des professionnels de santé, des bilans interdisciplinaires aux participants à nos recherches. Donc ça a permis de proposer des bilans gratuits, de mettre en place des PAP, des demandes des dossiers MDPH. On a pu donc monter des associations avec des échanges avec des professionnels de l'éducation. Et donc tout ça, pour moi, c'est le reflet des échanges et du bien des échanges entre professionnels. Et c'est le reflet de ce que pourrait apporter la Maison des 10 en termes de dynamique. Et c'est pour ça que c'est un projet que je soutiens fortement.